Bonjour tout le monde, je vous propose de vous expliquer aujourd'hui le fonctionnement du monopole discriminant. Il s'agit d'une entreprise en situation de monopole qui va vendre un bien homogène, mais à des prix différents. Je peux vous donner comme exemple le cas de l'ONCF, l'Office national des chemins de fer, qui peut pratiquer des tarifs différents pour un même service rendu. On peut se retrouver assis dans un train à côté de personnes qui ont payé soit plus cher, soit moins cher que le prix que nous avons payé nous-mêmes. Les étudiants, les jeunes ont toujours un tarif préférentiel par rapport aux personnes qui sont en activité. Il s'agit d'une politique de discrimination par les prix. Pareil, dans certains salons de coiffure, on peut constater des fois qu'on propose des tarifs jeunes ou des tarifs étudiants parce que la disposition à payer des consommateurs étudiants, des consommateurs jeunes est plus faible que la disposition à payer des personnes qui sont en activité. Il s'agit d'une stratégie de discrimination par les prix. Alors l'idée derrière la discrimination par les prix est de couvrir l'intégralité de la demande potentielle d'un bien. Aucune frange de la population consommatrice du bien ne doit être exclue. Cette stratégie de discrimination par les prix ne correspond pas à des différences de coûts de production entre les consommateurs, mais aux caractéristiques particulières de la demande. En effet, la demande d'un bien quelconque n'est pas homogène et peut regrouper des consommateurs qui n'ont pas les mêmes fonctions d'utilité, qui n'ont pas les mêmes préférences et qui n'ont pas la même disposition à payer. Je peux vous expliquer ce que je suis en train de vous dire à travers un graphique dans lequel je vais représenter pour vous la courbe de demande d'un bien. Je vais considérer cette courbe de demande décroissante et linéaire. Sur l'axe des abscisses, je représente les quantités optimales consommées par le consommateur pour différents niveaux de prix qu'on va retrouver sur l'axe des ordonnées. La courbe de demande ici est décroissante et linéaire. Je peux également vous proposer une autre lecture de la fonction de demande en termes de disposition à payer cette fois-ci. Dans cet exemple, j'ai segmenté la demande en trois groupes de segments, le segment AB, le segment BC et le segment CD. Alors, pour le segment AB, il va regrouper l'ensemble des consommateurs qui sont disposés à acheter toutes les quantités qui sont inférieures à XB à un prix qui est supérieur à PB. Il s'agit de consommateurs qui ont une forte disposition à payer parce qu'ils peuvent acheter des petites quantités à un prix qui est plus élevé ou bien à des prix qui sont plus élevés. Le deuxième segment BC va regrouper tous les consommateurs qui sont prêts à acquérir toute quantité comprise entre XB et XC à des prix compris entre PC et PB. La disposition à payer de cette deuxième catégorie de consommateurs est plus faible que celle des premiers consommateurs. Et enfin, le segment CD qui va regrouper tous les consommateurs qui vont acheter une quantité supérieure à XC à condition que le prix soit inférieur ou égal à PC. Il s'agit d'une catégorie de consommateurs ou bien d'un segment de consommateurs qui a la disposition à payer la plus faible relativement aux deux premiers segments AB et BC. Tout ceci pour vous dire que la politique de discrimination par les prix vise à couvrir l'intégralité de la demande. En effet, la demande d'un bien, comme ce que je vous ai montré sur le graphique, n'est pas homogène. Il y a certains consommateurs qui ont des dispositions à payer qui sont plus élevées que d'autres, comme c'est le cas ici pour le segment AB. La disposition à payer du segment AB est plus élevée que celle du segment BC et du segment CD. C'est la raison pour laquelle l'entreprise en position de monopole peut adopter cette stratégie de discrimination par les prix pour ne pas exclure des consommateurs qui ont des faibles dispositions à payer. Alors, je précise quand même que la discrimination par les prix est possible à condition qu'il n'y ait pas de spéculation, c'est-à-dire que les acheteurs qui payent le prix le plus faible ne puissent revendre le produit à d'autres à un prix plus élevé. Je vous propose trois types de discrimination par les prix. La discrimination au premier degré, la discrimination au deuxième degré et la discrimination au troisième degré. Je commence par le premier type de discrimination qui est la discrimination au premier degré, appelée également la discrimination parfaite. Dans ce cadre-là,
le monopole a la possibilité d'appliquer un prix différent pour chaque consommateur. Dans ce cas-là, le monopole doit avoir une parfaite connaissance des demandes individuelles et des préférences de chaque consommateur. Nous pouvons observer cette stratégie de tarification dans certaines professions libérales dont les tarifs ne sont pas soumis à une quelconque réglementation. À titre d'exemple, un infirmier qui a le monopole de la profession dans un petit village peut exiger des tarifs différents selon les catégories socio-professionnelles de chaque patient. Ainsi, compte tenu des informations dont il dispose sur chaque patient, il peut appliquer le prix le plus élevé que ce consommateur est prêt à payer. D'accord? Maintenant, pour ce qui est de la discrimination au deuxième degré par autosélection. Cette discrimination au deuxième degré consiste à proposer des couples tarifaires prix-quantité. Les consommateurs vont s'autosélectionner et vont révéler par eux-mêmes leur véritable disposition à payer. Dans ce cadre-là, le monopole ne connaît pas la fonction de demande individuelle de chaque consommateur. Il n'a pas la possibilité de les identifier individuellement. Mais par contre, elle connaît les différences entre les catégories de consommateurs. Je peux vous donner un exemple très simple de discrimination de second degré. C'est le cas des entreprises de télécommunications qui proposent plusieurs packs ou plusieurs forfaits à des prix différents. Sans vouloir faire de la publicité à qui que ce soit, je prends le cas de Maroc Télécom qui propose plusieurs offres à des consommateurs différents. Par exemple, un pack de 16 heures de communication et de 16 gigas Internet à 190 dirhams. Un autre pack de 25 heures de communication et de 12 gigas Internet à 240 dirhams, etc. Donc ici, le monopole discriminant va pratiquer des prix différents, d'accord, ou bien des couples tarifaires différents par catégorie de consommateurs. Et enfin, la discrimination au troisième degré, qui est fondée sur un mécanisme de filtrage ou de screening des consommateurs selon des critères objectifs tels que l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le sexe, etc. Les consommateurs vont être regroupés en catégories homogènes en fonction de leur disposition à payer. Dans ce cas-là, comme ce fut le cas pour la discrimination au deuxième degré, l'entreprise ne connaît pas les fonctions de demande individuelle des consommateurs, mais elle connaît parfaitement les demandes totales des segments ou des groupes de consommateurs. Les exemples de discrimination au troisième degré sont très nombreux. Le plus souvent, il s'agit d'activités de services qui ne sont pas transférables d'un individu à un autre. Je peux citer l'exemple du transport ferroviaire qui propose pour un même service des tarifs différents selon l'âge du consommateur ou son statut socio-professionnel. Maintenant qu'on a compris les types de discrimination, je vais vous montrer comment se détermine l'équilibre du monopole discriminant dans le cas de la discrimination de troisième degré. Alors, je vais prendre le cas du monopole discriminant le plus simple. Je vais considérer un monopole qui vend un produit homogène à deux catégories de consommateurs différents. Je rappelle que la segmentation des consommateurs en deux catégories s'est faite sur la base d'informations parfaitement connues du monopole, telles que le sexe, la catégorie socio-professionnelle, l'âge, la situation matrimoniale peut-être, etc. D'accord? Alors, dans ce cas-là, je vais avoir deux fonctions de demande différentes parce que j'ai deux catégories de consommateurs. Une fonction de demande pour la première catégorie et une fonction de demande pour la deuxième catégorie. Comme nous sommes dans une situation de monopole, nous allons inverser la fonction de demande pour avoir pour le premier groupe une fonction de demande inverse qui est aussi la recette moyenne P1 de X1 et une fonction de demande inverse pour le deuxième groupe P2 de X2. Chaque catégorie ou chaque groupe de consommateurs va avoir sa propre recette totale. La recette totale du premier groupe va être égale au prix payé par ces consommateurs fois la quantité qu'ils vont consommer. Et la recette totale du deuxième groupe de consommateurs va être égale au prix qu'ils vont payer P2 de X2 qu'on va multiplier par la quantité qu'ils vont consommer. Donc, la recette totale X1 de la première catégorie et de la deuxième catégorie va être égale à la somme des deux recettes totales dégagées dans chacun des segments des consommateurs.
À partir de la recette totale ou des fonctions de recette totale des deux catégories, on peut calculer les recettes marginales. Euh, alors, je reviens en arrière. Ici, nous avons la recette totale de la première catégorie qui est égale à P1 fois X1. Elle est de la forme U fois V. Donc, la dérivée de la recette totale par rapport à X1 qui est égale à la recette marginale va être égale à P1' de X1 fois X1 plus X1' fois P1 de X1. En développant, pardon, on va trouver que la recette marginale va être égale à P1 de X1 facteur de 1 moins 1 sur l'élasticité prix de la demande du premier groupe. Et de la même manière, on va calculer la recette marginale du deuxième groupe. Pour plus de détails sur ce calcul, je vous renvoie à la capsule sur le monopole pur. Pour ce qui est des fonctions de recette, étant donné que nous ne sommes pas en situation de monopole à plusieurs établissements, le coût de production est le même pour les deux catégories de consommateurs. C'est la raison pour laquelle on va avoir une seule fonction de coût total de la quantité grand X qui est la somme de la quantité que vont consommer les premiers consommateurs et de la quantité que vont consommer les deuxièmes consommateurs. Donc grand X est la somme des deux quantités produites pour les deux segments. Le coût moyen est égal au rapport entre le coût total par la quantité et le coût marginal est la dérivée du coût total par rapport à X. Comme n'importe quelle entreprise, l'objectif du monopole discriminant est de maximiser le profit. On va d'abord déterminer la quantité totale que va produire le monopole, abstraction faite des segments de consommateurs. Et par la suite, on va répartir cette quantité totale produite entre les deux segments pour déterminer la quantité optimale du premier segment et la quantité optimale du deuxième segment. Pour ce faire, on va maximiser la fonction de profit par la différence entre la recette totale et le coût total, afin, encore une fois, de déterminer ces trois paramètres, la quantité grand X, étoile, qu'on va par la suite partager entre les deux segments. Cette fonction de profit va admettre un maximum sous deux conditions. Je vais m'intéresser uniquement aux conditions du premier ordre. On va calculer la dérivée partielle première du profit par rapport à x1 qui doit être égale à 0 et la dérivée partielle du profit par rapport à x2 qui doit être égale à 0. Ces deux dérivées vont être égales pour la première catégorie à la recette marginale dégagée par la vente à la première catégorie, moins le coût marginal, et pareil pour la deuxième catégorie. À partir de ces dérivées, on peut constater que le monopole discriminant maximise son profit lorsqu'il produit des quantités x1 étoiles ici et des quantités x2 étoiles telles que leur recette marginale soit égale pour chaque groupe de consommateurs et que ces recettes marginales vont être à leur tour égales au coût marginal. Ainsi, on va dire que si la recette marginale réalisée dans la première catégorie de consommateurs est plus faible que celle réalisée sur la deuxième, le monopole discriminant peut tout simplement transférer des ventes du segment 1 vers le segment 2 sans pour autant modifier son coût de production, et ce jusqu'à assurer l'égalité parfaite entre les deux recettes marginales. Je vais vous montrer comment se présente la situation graphiquement. Je représente sur l'axe des abscisses les quantités et sur l'axe des ordonnées le prix et les fonctions de recettes. La recette moyenne de la première catégorie et la recette moyenne de la deuxième catégorie, qui correspondent aux fonctions de demande inverse. Par la suite, je vais tracer les recettes marginales des deux catégories et je vais essayer de déterminer la fonction de recette marginale agrégée. On l'obtient en sommant horizontalement les deux fonctions de recette marginale. Étant donné que ces deux fonctions de recette marginale sont décroissantes, la recette marginale agrégée va être elle aussi décroissante. On va confronter ces fonctions de recette avec la fonction de coût marginal qui est croissante et linéaire. Cette fonction de coût marginal, on va la confronter avec la recette marginale agrégée pour trouver la quantité totale que doit produire le monopole, abstraction faite de la catégorie de monopole. Ce point d'intersection entre le coût marginal et la recette marginale nous permet de déterminer grand X étoile. On va reporter grand X étoile sur la courbe de recette marginale de la deuxième catégorie en rouge et on va trouver la quantité optimale que doit proposer le monopole pour la deuxième catégorie. Le prix, quant à lui, de la deuxième catégorie ou bien du deuxième segment est déterminé en reportant cette quantité x2 étoiles sur la recette moyenne de la deuxième catégorie qui est la fonction de demande inverse et on va trouver le prix proposé à cette deuxième catégorie. De la même manière, on va reporter la quantité x étoiles sur la recette marginale de la première catégorie
pour trouver la quantité optimale de cette catégorie et le prix, on va l'obtenir en reportant X1 étoile sur la recette moyenne de la première catégorie et on va obtenir P1 étoile. De cette manière, on va faire de la discrimination par les